Pardon. Mon nom est Thierry Makaraba. Ma question s'adresse à M. William. Vous avez parlé de stratégie de tension. Et vous avez fait allusion, vous avez dit que tout le monde sait à qui vous pensez. Donc je suppose que c'était à M. Tshisekedi que vous pensiez. Ma question est celle-ci. Pourquoi vous ne remontez pas le courant et pourquoi vous ne dites pas de manière chronologique ce qui s'est passé pour que M. Etienne Tshisekedi en arrive à faire de telles déclarations? Merci. Je m'appelle Madame Mouzala. Ma question s'adresse à M. William. C'est toujours au sujet de M. Tshisekedi. Je vais suivre ce que vous avez dit. Mais moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous, les Européens, vous avez utilisé quand vous étiez envahis par Hitler? Est-ce que vous vous êtes laissé massacrer, cette population qui est massacrée, et vous dites que M. Tshisekedi qui tient de propos violents, alors là, moi, je me dis devant vous, c'est pas possible. Parce que là, vous faites deux poids, deux mesures. Hein? Tous les jours, la population congolaise, la jeunesse est massacrée. Vous faites avec la machette et vous dites rien. Mais M. Tshisekedi qui demande aux gens d'essayer de se défendre là où vous êtes les premiers à monter sur les créneaux. Je voulais avoir des explications sur ça. Avant possible, je vais vous donner une petite occasion alors de répondre à ce que je dis. Oui, écoutez, à propos de la stratégie de la tension pratiquée par M. Tshisekedi, je voulais situer ça par rapport aux autres acteurs qu'on entend très peu, en termes relativement violents, donc appel à casser les prisons, si on ne libère pas la trentaine de militants UDPS emprisonnés, s'auto-proclamant président de la République et que les élections ne servent plus à grand chose, en substance c'est un petit peu ça. Je dis c'est une stratégie, en tant que politologue, je réponds c'est une stratégie comme une autre. Je remarque simplement que c'est de ce côté-là, donc du côté de l'UDPS qu'elle vient, probablement parce que ce parti s'est exclu des élections de 2006, donc n'a pas voulu, pour des raisons qui le regardent, y participer, et que même par rapport à d'autres petits partis, il semble qu'il se pose un problème de moyens, parce que faire une campagne électorale, ça demande des moyens. Et le parti de M. Tshisekedi est un petit peu, je pense, c'est mon interprétation personnelle, est un peu coincé par ça, d'où, quelque part, cette utilisation, c'est-à-dire de l'attention, et en même temps, j'ai ajouté de l'ambivalence. C'est qu'en même temps, vous tenez des propos forts, mais en même temps, vous lancez des appels au calme. Donc il y a les deux. C'est ça qui est assez ambigu et peut-être pas compréhensible par tout le monde. Bon, voilà, en gros, c'était ça que je pourrais répondre. Je ne sais pas que dire par rapport aux deux poids, deux mesures. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont, qu'il y a des gens qui sont tués au Congo pour d'ailleurs toutes sortes de raisons. Par rapport à ça, je vous dis, l'Occident, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne faut quand même pas intervenir pour apaiser les choses. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'agenda des parrains du Congo. J'aimerais ajouter une autre chose que je voulais dire tantôt, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire au Congo, c'est ce fameux article 15 ou 17, je ne sais plus, c'est cette débrouillardise. Et en même temps, c'est vrai, vous avez des gens qui sont tués parce qu'ils sont du mauvais côté,
mais vous avez aussi, à tous les niveaux, une capacité de débrouillardise, allez, depuis quand même plus de 30 ans, même à l'époque de Mobutu. Au fond, tout se négocie au Congo. Et je m'excuse de renvoyer au personnage de Mobutu qui avait déjà dit tout se voit et tout s'achève. À tous les niveaux que ce soit. Et je rejoins ici un peu ce que M. Banda vient de dire, en disant, mais renvoyer aux Congolais eux-mêmes. C'est un peu ça ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, vous n'avez pas satisfait la question. Moi non plus. Je n'ai pas la réponse à la question. Mais si vous permettez, on va passer d'abord au Oui, mais chronologiquement, discuter monsieur après. le professeur Williams, vous n'avez pas remonté le courant chronologiquement. Il faut dire les violences qui se sont passées aussi à Kinshasa, par exemple, à Mbujimaï et à Lubumbashi. Il faut en parler. Je n'ai pas en tête l'agenda de tout ça. Donc quand on n'a pas en tête l'agenda, chaque semaine voilà. la chronologie de ce qui se passe en RDC et mais je dis, je n'ai pas le temps de le faire. Regardez mes chronologies, effectivement, vous constaterez que c'est rapporté dans cette chronologie, mais je dis, je n'ai pas le temps ici de faire ce genre d'exposé qui est beaucoup trop long. Simplement, je constate qu'il y a une stratégie de l'attention pratiquée par un grand acteur politique, c'est tout ce que vous avez. C'est qui le grand acteur politique? Alors, si vous permettez une seconde, on est dans une conférence de presse, alors je voudrais vous permettre au plus de personnes possible de poser leurs questions. Si vous voulez discuter avec M. William après, il sera à votre disposition pour vous discuter. D'accord, merci. Monsieur, je vous en prie. Moi, c'est Jean-Marie Baïzé. Ma question s'adresse principalement à tous les orateurs qui ne sont pas là. Je vais passer sur les élections de 2006. Ces élections de 2006 ont conduit M. Kabila au pouvoir. En conduisant M. Kabila au pouvoir, le ténor de ces élections, c'était Vital Kamerhe, un Kivousien, un Mouchi. Mais l'arrivée au pouvoir de Kabila, ça a été un massacre des gens du Kivu, les défenseurs des droits de l'homme, notamment Serge Maheshe, Kabongolu, Léona Mujimbo et récemment Tchébéa, notre regretté frère et défenseur des droits de l'homme, qui était non partisan. Alors, le Congo, les élections ont compté Kabila au pouvoir, mais nous, les Kivusiens, nous avons été de première victime. Je vais toutefois poser la question à M. Tchébanda. Les Kassaïs ont été victimes au Chara, tels que les Kivusiens ont été victimes par le pouvoir en place. Mais nos Kivusiens, par rapport aux gens qui parlent de Lingala, ils nous excluent, que nous sommes toujours des Rwandais. Tout homme qui parle Swahili, il est Rwandais. Tout homme qui peut oser s'annoncer qu'il est du Kivu, on le fait devant nous. Maintenant, la question est, en 1959, lors de l'arrivée de peuples rwandais qui ont fui, y avait-il pas un peuple autochtone du Congo pour que les gens de l'Équateur ou les Médalaphones réclament toujours les Rwandais? Est-ce que le Rwanda va devenir pour nous quoi? Le Rwanda pour nous risque d'être un frein au développement du Congo parce que nous avons focalisé notre mentalité toujours sur le Rwandais. Plus ils évoluent, nous sommes en train de nous effondrer. Et la dernière question va tout droit jusqu'au droit de l'homme. Je pense que la science que nous tenons ici, nous ne devons pas avoir de partisans. Dire que Tshisekedi a été, disons, accusé d'avoir dit ceci, cela. Mais nous devons cadrer notre débat en tant que défenseur du droit de l'homme, sans partisans de tel ou de tel. Merci. Par rapport
à l'exclusion, j'ai envie de vous dire que vous, de Kivu, je vous considère comme mon frère. On ne vous exclut pas. Je suis né à Kolwezi, j'ai travaillé à Lubumbashi, je n'ai jamais vu des gens exclus parce qu'ils étaient des Kivu. Non, même les Rwandais, nous les avions très nombreux dans les mines de Kibushi, dans les mines de Kolwezi. Vous êtes dans votre pays. Par contre, nous avions même l'impression que parfois Mobutu faisait même plus de faveurs aux gens de Kivu qu'aux autres. Laissez-moi vous dire aussi que même du point de vue international, beaucoup des ONG c'était tout le temps dans les Kivu. Donc, je peux carrément être court pour te dire non, mon frère, tu es mon frère du Kivu. Alors, si tu veux faire la comparaison kassaïen et kivusien, non, moi je ne me prends pas pour une victime. Je vous dis tout simplement que si j'ai évoqué le problème des Kassaïens, c'est parce que ça existe encore aujourd'hui, ça a recommencé. Tu vas sur Internet, tu vois bien les types qui disent si ce n'est pas un tel qui passe, eh bien nous allons leur faire ce qu'on leur avait fait en 60, ce qu'on leur avait fait en 90. Et puis il y a les gens qui applaudissent. Et comme moi je suis parti sur ce genre de discours-là, et que ça recommence, c'est pour ça que je dis ça maintenant. Et je n'ai pas envie de dire que nous sommes des victimes dans la République du Congo, non. D'ailleurs, nous, les Kassaïens, on est parfois, on a parlé des débrouillards, il y a nous sommes presque partout. On nous appelle des envahisseurs. Et c'est même en allant un peu partout que nous arrivons à survivre. Vous voyez? Mais par contre, reconnaissez quand même qu'au Kivu, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Au Kivu, vous avez aussi des différences parmi vous. Vous avez un certain nombre de gens parmi vous qui, lorsqu'ils veulent se marier, traversent la frontière pour aller se marier au Rwanda. Parce qu'ils ne se sentent pas tout à fait congolais. Alors que quand vous allez au Katanga, vous verrez aussi que la limite du Katanga, elle peut diviser aussi le Tchokwe, une partie en Angola, une partie au Congo. Le Bemba, une partie au Congo, une partie en Zambie. Mais ces gens n'ont jamais traversé les frontières. Hein. Ils sont congolais avec nous, ils sont katangais avec nous. Et ce qu'on demande, c'est cette ambivalence, parce que, reconnaissez-le, certaines personnes du Kivu ont prêté leur visage à l'envahisseur étranger pour qu'il nous attaque. Et la presse nous disait quoi? Non, ce n'est pas les Rwandais, c'est les Banyamulenge. Vous voyez, ils ont prêté quand même l'image, il faut les reconnaître. Mais nous n'allons pas leur faire payer ça. Pour moi, vous êtes de nôtres. Hein, vous êtes mon frère. Voilà. Donc, c'est ça la